Donc dossier numéro 3, alors un dossier sur les méningites, vraiment extrêmement important. Ça, il faut absolument le connaître, c'est extrêmement tombable. Donc voilà, vraiment un dossier à connaître sur le bout des doigts. Premièrement, quelle est votre principale hypothèse diagnostique et justifiez-la? Eh bien ici, nous avions à la fois un syndrome infectieux, fièvre, altération de l'état général, notion de comptage, tout ce que vous voulez, en tout cas un syndrome infectieux associé à un syndrome méningé. Le syndrome méningé se définissant par des céphalées, les vomissements, la photophobie, la rainure méningée, et puis ici il y avait le signe de Kernig, et ici il n'était pas indiqué le signe de Brudzinski. Devant un syndrome méningé associé à un syndrome infectieux, j'évoque une méningite aiguë infectieuse. Si vous avez un tableau avec un syndrome méningé sans syndrome infectieux, il faut évoquer comme principale hypothèse diagnostique une hémorragie méningée. Le syndrome méningé montre qu'il existe une irritation méningée associée à un syndrome infectieux, méningite comme première hypothèse, pas associée à un syndrome infectieux, hémorragie méningée comme première hypothèse. Alors, question numéro 2, quels éléments recherchez-vous à l'examen clinique? Comme vous devez le savoir, il existe une conférence de consensus sur la prise en charge de la méningite. Elle a été éditée en 2008. Elle raconte pas mal de choses. Il faut absolument que vous alliez la lire. Alors, vous avez le lien à la fin du dossier, mais sinon, il faut taper sur Google « Conférence, consensus, méningite bactérienne » et vous allez tomber dessus. Vous verrez qu'il y a soit l'argumentaire, soit les recommandations ou la synthèse. Je vous conseille de ne lire que les recommandations ou la synthèse, mais cette conférence de consensus, elle est indispensable à lire parce qu'elle répond à plusieurs questions. 1. Quels sont les germes qui donnent des méningites chez l'enfant et chez l'adulte? 2. Quels sont les signes cliniques qui doivent me faire évoquer une méningite? Troisièmement, quels sont les éléments qui doivent ne pas me faire faire une ponction lombaire tout de suite, mais me faire faire autre chose à part la ponction lombaire? Quatrièmement, quel traitement antibiotique je dois mettre? Cinquièmement, quelle est la surveillance à court terme et à moyen terme, etc., etc. Donc vraiment des questions indispensables que vous devez connaître pour un dossier et que l'on doit connaître pour la pratique clinique. Donc à lire, elle répond à des questions très pratiques. On va un peu la résumer là et ensuite nous répondrons aux questions. Mais il faut quand même aller la lire. Alors, première chose que dit la conférence de consensus, c'est quels sont les germes qui peuvent donner une méningite chez l'enfant. Alors, les germes qui peuvent donner une méningite chez l'enfant, c'est simple, il y en a 4. C'est le pneumocoque, c'est le méningocoque, c'est l'Haemophilus influenza et c'est le virus. On parle bien de méningite. Si on a un tableau de méningoencéphalite, il faut rajouter l'ensemble des germes qui peuvent donner une encéphalite. Mais ici, on parle d'un patient qui a un syndrome infectieux associé à un syndrome méningite. Donc voilà les 4 germes. Deuxième chose, la conférence de consensus nous dit quels sont les germes, enfin quelles sont les données à l'examen clinique qui vont pouvoir vous orienter vers un de ces germes. Bon, alors ça c'est ce que vous avez dans la réponse de la question numéro 2. En faveur du pneumocoque, eh bien, c'est toutes les histoires de brèches ostéoméningées, donc les antécédents de chirurgie de la base du crâne, traumatisme crânien, un antécédent de méningite, etc., etc. Deuxièmement, le fait qu'il y ait un début brutal, le fait qu'il y ait des signes ORL marqués, le fait qu'il y ait soit une otite, soit une sinusite, soit une pneumopathie associée. Il peut y avoir aussi un herpès labial qui peut en tout cas orienter vers le pneumocoque. Mais tout ça, c'est très anecdotique, tout ce qu'on a raconté. Il y a 2 choses qui sont primordiales et qu'il faudra toujours rechercher. C'est 1, est-ce que mon patient est vacciné contre le pneumocoque? A-t-il été immunisé par le Prevnar? Si oui, peu de chances que ce soit une méningite à pneumocoque. Sinon, c'est sûr, c'est une méningite à pneumocoque. Il ne faut pas se poser de questions sur un dossier. Et deuxièmement, tous les patients qui vont avoir un contexte d'asplénie, qu'elle soit organique ou fonctionnelle. La maladie qui donne le plus d'asplénie, enfin qui en tout cas donne une asplénie fonctionnelle et que vous pouvez avoir dans un dossier, c'est la drépanocytose. Donc, en faveur du pneumocoque, principalement, est-il vacciné ou pas? En faveur du méningocoque, eh bien, est-ce que je suis dans un contexte d'épidémie? Est-ce que j'ai des sujets contacts? Est-ce que j'ai un purpura? La vaccination contre le méningocoque C, je ne l'ai pas mis dans la correction, vous pouvez la rajouter si vous voulez. Il faut quand même savoir que le méningocoque le plus fréquent parmi les méningites, c'est le méningo B, et que nous, on vaccine contre le méningo C. Donc finalement, le fait de ne pas d'être vacciné contre le méningocoque ne protège pas contre les méningites à méningocoque B, qui sont les plus fréquentes. Donc on peut le rajouter, mais c'est surtout le contexte épidémie, le fait qu'il y ait un cas index. Pour ce qui est de l'Haemophilus influenza, c'est simple. Ici, il faut se souvenir d'un signe, c'est la vaccination. Si le patient est vacciné contre l'hémophilus, il ne peut pas faire de méningite à hémophilus. Impossible.
Impossible. Vraiment, ces méningites ont complètement disparu depuis que les enfants sont vaccinés par l'hémophilus. Ce qui signifie, à la différence par contre du pneumocoque, où on peut être vacciné par le Prévenard et faire des méningites à pneumocoque d'autres sérotypes ou d'autres sérogroupes. Pour l'hémophilus, vraiment, il n'y a plus de méningite à hémophilus. Donc, le fait d'être vacciné contre l'hémophilus permet d'écarter ce germe. Et enfin, les virus, c'est plutôt l'été et ça donne plutôt des tableaux moins brillants. Donc, bien retenir, 4 germes qui donnent les méningites. Et s'il faut retenir un élément pour chacun, vaccination pour le Prévenard, oui ou non, cas contact, épidémie purpura, vaccination contre l'hémophilus et période estivale. Ça, c'est le premier élément que nous donne la conférence de consensus. Ensuite, comment ça se passe en pratique? On voit un patient, il arrive avec un syndrome méningé, un syndrome infectieux, je suspecte une méningite, je l'examine. Une fois que mon examen est terminé, eh bien, je fais une ponction lombaire, puis j'envoie la ponction lombaire à la biologie et la biologie me rappelle dans les 30 minutes et me dit voilà ce qu'il y a dans ta ponction lombaire et en fonction des résultats, je décide de traiter oui ou non. Et si je décide de traiter parce que je pense que c'est une bactérie, je décide avec quel antibiotique je traite. Ça, c'est l'histoire classique, l'histoire qui se passe normalement devant une méningite. Cependant, il arrive 3 situations au cours desquelles finalement cette histoire classique ne se déroule pas de la sorte. Alors la conférence de consensus nous dit voilà les 3 situations à rechercher qui vont faire que ta prise en charge habituelle va être modifiée. Première situation à rechercher, y a-t-il des troubles hémodynamiques? Alors les troubles hémodynamiques, je vous le rappelle, c'est la tachycardie, la vasoconstriction des territoires non nobles et la vasodilatation des territoires nobles. Avec nous, la vasoconstriction cutanée que l'on va voir avec 4 signes, temps de recoloration cutanée qui devient supérieur à 3 secondes, la pâleur, les marbrures, les extrémités qui sont froides. Et enfin, la tension artérielle qui diminue. Pourquoi la présence de troubles hémodynamiques va modifier ma prise en charge? Eh bien parce que si j'ai des troubles hémodynamiques associés à un patient qui présente un syndrome infectieux et un syndrome méningé, ma principale hypothèse diagnostique est un choc septique. Or, si mon patient est en train de faire un choc septique, l'urgence, ce n'est pas de faire ma ponction lombaire, mais c'est de lui sauver la vie car il risque de mourir d'un moment à l'autre. Donc, que dois-je faire? Il faut que 1. Je remplisse mon patient. Deuxièmement, je lui mets un antibiotique. Et une fois que j'ai stabilisé la situation, alors je peux faire ma ponction lombaire. Et la conférence de consensus dit quand même une chose, si avant de le remplir et avant de mettre ton antibiotique, tu peux juste faire une petite hémoculture, c'est mieux. Mais si tu n'as pas le temps, surtout pas, il faut surtout sauver le patient. Donc première situation d'urgence, des troubles hémodynamiques. Si j'ai des troubles hémodynamiques, c'est un choc septique. Si c'est un choc septique, mon patient risque de mourir d'un instant à l'autre. Mon urgence, ce n'est pas de diagnostiquer quel est le germe, mais c'est de le sauver. Et pour le sauver, j'ai 2 choses à faire, mettre un antibiotique et le remplir en urgence. Si je peux faire une petite hémoculture, c'est bien. Si je ne peux pas faire d'hémoculture, je m'arrête là. Deuxième complication qui change ma prise en charge, si mon patient qui a un syndrome méningé et un syndrome infectieux a avec ça un purpura extensif et ou nécrotique. Pourquoi ? Si j'ai un patient qui présente un purpura extensif et ou nécrotique associé à de la fièvre plus ou moins à ce syndrome méningé, j'ai donc un patient qui a un purpura fébrile. Or, mon purpura fébrile, eh bien, devant un purpura fébrile, mon hypothèse principale, c'est un purpura fulminans jusqu'à preuve du contraire. Or, je sais qu'un patient qui a un purpura fulminans, c'est-à-dire une méningococcycémie, une septicémie à méningocoque, peut mourir d'un instant à l'autre et tout retard de traitement majore son risque de morbidité et de mortalité. Donc, je n'ai aucune minute à perdre. Mon patient a un purpura fébrile, c'est un purpura fulminans jusqu'à preuve du contraire. Je dois lui injecter un antibiotique en urgence. Et mon urgence n'est donc pas de faire la ponction lombaire. La conférence de consensus dit si tu es à l'hôpital et que tu as quand même l'occasion juste de faire une petite hémoculture, fais-la. Mais si tu ne peux pas, tu fais ton antibiotique. Une fois que tu as fait ton antibiotique, alors tu peux faire ta ponction lombaire. Juste un tout petit mot de vocabulaire, attention, le purpura extensif et ou nécrotique associé à de la fièvre, c'est un symptôme. Parmi ces symptômes, eh bien, un purpura fébrile, c'est généralement secondaire à des virus et ce n'est absolument pas grave, mais un des diagnostics, c'est le purpura fulminans, c'est-à-dire une septicémie à méningocoque. Et en cas de septicémie à méningocoque, de purpura fulminans, c'est une urgence thérapeutique, donc il faut absolument traiter le patient. Troisième situation de gravité, la présence de signes neurologiques.
Pourquoi? Parce que si j'ai des signes neurologiques qui sont associés à un syndrome infectieux et un syndrome méningé, ma principale hypothèse diagnostique est une méningite. Or, un patient qui présente une méningite associée à n'importe quel signe neurologique, signe focal, convulsion, etc., ma principale hypothèse diagnostique est une complication neurologique à ma méningite. Or, parmi les complications neurologiques à ma méningite, il en existe certaines qui vont exposer au risque d'hypertension intracrânienne, comme par exemple un abcès cérébral ou un empyème cérébral. Si j'ai une hypertension intracrânienne, eh bien, il ne faut surtout pas me faire de ponction lombaire parce qu'il existe un risque d'engagement. Donc, tout patient qui présente un signe neurologique doit d'abord avoir une imagerie cérébrale en urgence, puis, si l'imagerie ne montre pas de complications exposant à une hypertension intracrânienne, je peux faire une ponction lombaire. Et si j'ai un abcès ou autre chose, dans ce cas, je ne peux pas faire de ponction lombaire. En résumé, j'ai 3 situations cliniques à rechercher toujours. 1. Des troubles hémodynamiques, parce que dans ce cas-là, choc septique, antibiothérapie, remplissage avant de faire la PL. Un purpura extensif et ou nécrotique, parce que dans ce cas-là, purpura fulminant jusqu'à preuve du contraire, antibiothérapie avant de faire la ponction lombaire. Et dans ces 2 cas, si je peux faire une petite hémoculture, c'est bien vu, mais si je n'ai pas le temps, je ne la fais pas. Et enfin, troisièmement, en cas de signe neurologique, imagerie cérébrale avant de faire la ponction lombaire, parce que mon patient a un risque d'avoir une complication neurologique de méningite qui l'expose à un engagement au moment de la ponction lombaire. Donc voilà la première partie de la conférence de consensus. 1. Quels sont les germes? Qu'est-ce que je recherche pour m'orienter? Et deuxièmement, quels sont les signes de gravité à rechercher qui vont changer ma prise en charge? Si on reprend donc notre question numéro 2, quels éléments recherchez-vous à l'examen clinique? 1. Donc un interrogatoire minutieux, un examen physique, peu importe. En faveur du diagnostic positif, on pouvait chercher ici un signe de Brudzinski. C'est le seul signe qui manquait pour pouvoir m'orienter devant cette méningite. Puis en faveur du diagnostic étiologique, on l'a dit, eh bien en faveur du pneumocoque, c'est l'ensemble des symptômes dont on a parlé, en faveur du méningocoque, l'ensemble des symptômes dont on a parlé, et en faveur de l'hémophilus, l'ensemble des symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Puis pour le diagnostic de gravité et des complications, eh bien on va rechercher des troubles hémodynamiques, on va rechercher un purpura extensif et ou nécrotique, et on va rechercher des troubles neurologiques, puisqu'ils vont modifier ma prise en charge diagnostique et thérapeutique. Je dois les rechercher rapidement. Et puis enfin, je regarde s'il y a des signes en faveur d'une CIVD, puisque dans ce cas-là, contre-indication à la ponction lombaire, exceptionnelle chez l'enfant. Et puis, d'un point de vue pré-thérapeutique, y a-t-il des allergies médicamenteuses connues, car ce patient a quand même de bonnes chances d'avoir une antibiothérapie dans quelques minutes ou dans quelques heures. La présence d'un purpura est-elle pathognomonique d'un méningocoque? La réponse est non. Comme on l'a dit, le purpura, c'est un signe clinique. Un purpura extensif et ou nécrotique associé à de la fièvre, c'est un syndrome. Un purpura donc fébrile peut être secondaire à de nombreuses étiologies. Une infection virale, pas grave. Ça peut être un patient qui a une gastro-entérite aiguë, qui vomit beaucoup, et comme il vomit beaucoup, apparition d'un petit purpura secondaire à ses vomissements ou secondaire à sa toux. Il aura un purpura fébrile, mais ce n'est pas dû à un méningocoque. Et puis, ce purpura fébrile, il peut être aussi secondaire à un purpura fulminans. Le purpura fulminans, c'est une septicémie principalement à méningocoque, parfois à pneumocoque, qui est généralement associée à une méningite, mais pas obligatoirement. Et en cas de purpura fébrile, je suis obligé d'évoquer ce diagnostic jusqu'à preuve du contraire, parce que le moindre retard diagnostique et thérapeutique peut avoir un préjudice en termes de morbidité et de mortalité extrêmement important. Donc, purpura fébrile égale purpura fulminans jusqu'à preuve du contraire, égale donc traitement antibiotique en urgence jusqu'à preuve du contraire. 3 fois sur 4, ce n'était pas un purpura fulminans, mais juste une infection virale et on a mis un antibiotique pour rien. Question numéro 3. Quels examens complémentaires prescrivez-vous? Et pour chacun, expliquez ce que vous en attendez. Donc, quel examen complémentaire on prescrit? On l'a dit, principalement la ponction lombaire. Qu'est-ce qu'on en attend? Eh bien, pour le diagnostic positif, on va demander l'étude cytologique. Et ce qui va me faire poser le diagnostic de méningite, c'est le fait qu'il y a plus que 5 éléments par millimètre cube dans mon LCR. Puis pour le diagnostic étiologique, eh bien, savoir si c'est plutôt bactérien ou viral, je vais demander une analyse biochimique et cytologique. Comme vous le savez, eh bien, une protéinorachie qui est augmentée, une glycorachie qui est diminuée, c'est en faveur d'une infection
bactérienne, et puis une augmentation du nombre de cellules supérieures à 500 par millimètre cube, principalement secondaires à des polynucléaires dont certains sont altérés, font signe le diagnostic de méningite purulente, et cela aussi c'est en faveur d'une méningite bactérienne. Et puis évidemment, l'analyse bactériologique du LCR avec l'examen d'abord au direct, tu vas me dire s'il retrouve des coques grammes plus, des coques grammes moins, des BGN, des BG+, et qui va m'orienter pour la prise en charge thérapeutique, et ensuite la culture qui va me permettre de définir de façon définitive mon traitement antibiotique. Et puis d'un point de vue bactérien, on peut aussi faire une émoc et un ECBU pour aider à l'isolement d'un germe au cas où la ponction lombaire n'en a pas retrouvé. Pour la surveillance, on fait une numération, une CRP et une procalcitonine. Et enfin, on recherche des complications, un ionogramme sanguin à la recherche d'un SIADH, fréquent en cas de méningite bactérienne, et puis une hémostase à la recherche d'une CIVD. Y a-t-il un intérêt à suivre la CRP et la PCT? Oui, tout de même, parce que c'est un bon indicateur de syndrome inflammatoire. Si la CRP ou la PCT reste élevée, on peut quand même se demander si on a bien stérilisé après la mise sous antibiotique notre LCR ou s'il n'y a pas une complication qui apparaît. Donc oui, c'est quand même quelque chose qu'on monitore et qu'on regarde régulièrement dans la surveillance d'une méningite. Question numéro 4, le LCR est clair, le microbiologiste, je vous rappelle 30 minutes plus tard, il dit qu'il voit de nombreux diplocoques grammes négatifs. Quel est votre diagnostic complet? Avant de répondre à la question, donc ici, en tout cas si c'était une méningite aiguë, probablement à méningocoque, donc on l'a dit, je fais ma ponction lombaire, je reçois les résultats, et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est les résultats de l'examen direct. À l'examen direct, plusieurs possibilités. Soit mon examen direct est positif, et dans ce cas-là, il peut me montrer du pneumocoque, c'est-à-dire des coques grammes positifs, du méningocoque, c'est-à-dire des coques grammes négatifs, ou un hémophilus, c'est-à-dire des BGN. Donc le direct va dire je vois des coques grammes plus, des coques grammes moins, ou des BGN où je ne vois rien du tout. Ça ne permet pas de dire à 100% si j'ai des coques grammes plus que c'est une méningite à pneumocoque, mais ça m'oriente fortement. Donc vraiment le résultat du direct est extrêmement important. Alors ensuite la conférence de consensus dit comment est-ce qu'on traite une méningite après avoir reçu les résultats de la ponction lombaire. Alors la conférence de consensus dit déjà c'est pas la même chose si tu as eu un résultat au direct ou si tu n'as pas eu de résultat au direct. De toute façon, quoi qu'il arrive, le traitement antibiotique, c'est un traitement antibiotique intraveineux, premièrement, en monothérapie, deuxièmement, à bonne pénétration méningée, troisièmement, et je réinsiste sur le intraveineux, c'est un traitement intraveineux du début à la fin du traitement. Si le traitement est 15 jours, le traitement est intraveineux durant 15 jours. Donc la conférence de consensus dit si tu as trouvé à l'examen direct quelque chose qui t'oriente vers un méningocoque, c'est-à-dire un coque gramme négatif, dans ce cas-là, ton traitement antibiotique, ça va être un C3G. C'est simple. La seule chose, c'est que vous ne devez pas connaître la dose, mais vous devez dire que votre C3G, vous la mettez non pas à dose standard, mais à dose méningée. Pourquoi? Parce que si vous mettez à dose standard, vous n'avez pas assez de C3G qui pénètre à l'intérieur des méninges, donc il faut mettre une dose au-dessus. Par exemple, si vous aviez mis 50 mg kJ de rocéfine dans une infection urinaire, là il faut mettre 75 mg kJ. Donc vous n'avez pas à connaître cette dose, mais vous devez dire que la dose n'est pas une dose standard, mais bien une dose méningée. Si votre direct a retrouvé quelque chose qui vous oriente vers un hémophilus, donc des BGN, donc la conférence de consensus dit vous mettez une C3G. Et là encore, votre C3G, il ne faut pas que ce soit une C3G qui soit à dose normale, mais il faut mettre une C3G à dose méningée, c'est-à-dire à dose active, à dose qui peut pénétrer dans les méninges. Par exemple, il y a 50 mg kJ de rocéfine dans une infection urinaire, on mettra 75 mg kJ dans une méningite à hémophilus. Donc bien noter sur sa copie que c'est bien à dose méningée et pas à dose standard. Troisième chose, si vous avez une méningite à pneumocoque, là encore vous devez mettre une C3G. Cependant, petite différence, c'est qu'il existe des pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline et que l'on n'arrive pas à atteindre lorsque la C3G est à dose méningée. Donc il faut dire qu'on met cette fois-ci notre C3G non pas à dose méningée, mais à dose encore plus élevée, à dose active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée.
Par exemple, si je mettais 50 mg kg dans une pyélonéphrite de C3G, je mets 75 mg kg de C3G dans une méningite à méningocoque, mais je vais mettre 100 mg kg de C3G dans une méningite à pneumocoque. Donc, bien écrire que l'on met notre C3G à dose non pas méningée, mais à dose active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline, c'est-à-dire à dose encore plus élevée que la dose habituelle dans une méningite à méningo ou à hémophilus. Vous allez voir dans certains livres ou quand vous passez en stage que parfois même, eh bien, on rajoute de la vancomycine. Pourquoi? Eh bien, à une époque, on disait que finalement la C3G à dose active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée, ça ne suffisait pas et qu'il fallait donc mettre une bi-antibiothérapie pour avoir une action synergique. Et donc, on rajoutait en plus de la C3G de la vancomycine. La conférence de consensus de 2008 a dit qu'il n'était pas obligé de mettre de la vancomycine. Mais les sociétés françaises de pédiatrie et les sociétés françaises d'infectiologie pédiatrie ont tout de suite réagi en disant qu'il faut absolument mettre de la vancomycine. En pratique, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez une C3G à dose active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée, soit vous mettez une bi-antibiothérapie avec une C3G active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée, plus de la vancomycine. C'est vous qui décidez. Quatrièmement, si votre direct n'a rien retrouvé, mais que tout de même l'ensemble des résultats vous évoque une méningite bactérienne, protéinorachie élevée, glycorachie basse, nombre d'éléments importants, mais un direct négatif, dans ce cas-là, il faut mettre une C3G à dose active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée en attendant la culture. Donc, ici, le traitement était une hospitalisation en urgence, un isolement respiratoire, un traitement étiologique est une antibiothérapie bactéricide à bon passage ménager, à dose méningée, par voie intraveineuse, active sur le méningocoque, donc une C3G à dose méningée, que l'on adapte secondairement à l'antibiogramme pour une durée de 4 à 7 jours. Le traitement symptomatique par un traitement antipyrétique et désantalgique parce que c'est douloureux, et une surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement, avec toute la partie enquête et prise en charge des contacts et déclaration obligatoire à la DAS. Alors, ensuite, si vous avez un dossier de méningite, grosso modo, vous pouvez avoir deux grosses possibilités. Soit vous avez un dossier qui concerne une méningite à pneumocoque. Dans ce cas-là, ce qui vous sera demandé, c'est de récupérer les résultats de la culture pour bien voir que c'est un pneumocoque, puis ensuite regarder si c'est un pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline ou pas en fonction de la CMI de la C3G qui sera inférieure ou supérieure à 0,5. Plusieurs possibilités, soit la CMI est supérieure à 0,5, donc c'est un pneumocoque de sensibilité diminuée, on ne modifie pas la prise en charge thérapeutique, on garde notre C3G à dose active sur les pneumocoques de sensibilité diminuée, plus ou moins la vancomycine si vous l'aviez mis, et on ferait une PL de contrôle à 48 heures. Si ce n'est pas un pneumocoque de sensibilité diminuée, dans ce cas-là, la CMI est inférieure à 0,5 et donc il faut faire une modification thérapeutique. La C3G qu'on avait mis active sur le pneumocoque de sensibilité diminuée, on va la diminuer et on va la passer à une dose méningée puisqu'on n'a plus besoin d'atteindre les doses actives sur le pneumocoque de sensibilité diminuée. Et si on avait mis de la vancomycine, modification thérapeutique, on passe d'une bi-antibiothérapie à une mono-antibiothérapie. Et quand ce n'est pas un pneumocoque de sensibilité diminuée, pas de PL de contrôle. Ça, c'est un peu l'ambiance dans le cas d'une méningite à pneumocoque. Dans le cas d'une méningite à méningocoque, deux choses à voir. Un, on récupère la culture pour bien voir que c'est une méningite à méningocoque. Deuxièmement, on regarde quel type de méningocoque c'est, si c'est un méningocoque B, si c'est un méningocoque C, parce que si c'est un méningocoque C, il faut vacciner le patient et son entourage. Si c'est un méningocoque B, on ne peut pas vacciner, donc on ne vaccine pas. Mais si c'est un C, il faut vacciner l'entourage, donc bien y penser. Et puis la deuxième chose, eh bien, dans ces dossiers de méningite à méningocoque, ça va être tout ce qui est histoire de enquête dans l'entourage, retrouver les cas contacts et puis faire une antibioprophylaxie. C'était ce qui était demandé dans la question numéro 6. Donc question numéro 6. Votre externe donc dit qu'elle a vu la petite sœur de David, il n'y a pas de raideur méningée, mais faut-il, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas la méningite? Que lui répondez-vous? Et puis faut-il traiter les grands-parents? Donc la première partie de la question c'était juste pour dire attention, dans le syndrome méningé des enfants de moins de 2 ans, il n'y a pas de raideur méningée. Le fait qu'il n'y ait pas de raideur méningée n'élimine surtout pas une méningite avant l'âge de 2 ans.
Ça peut être une hypotonie, un enfant. En tout cas, le syndrome méningé avant l'âge de 2 ans est difficile à diagnostiquer. C'est un enfant qui est pas bien, qui a un mauvais faciès, qui est grognon, qui geint, qui est hypotonique, mais il n'y a pas de raideur méningée. Et puis deuxièmement, eh bien, il faut traiter en principe toutes les personnes qui vivent dans l'entourage proche, dans la même maison du patient, donc ici la sœur ainsi que les grands-parents. Il fallait les traiter par une antibioprophylaxie par rifampicine, Peros, pendant 2 jours. Faut-il aussi traiter le personnel médical et paramédical qui a été en contact avec l'enfant avant l'isolement respi? Non, sauf la personne qui a essayé d'intuber. Il faut toutes les personnes qui ont pu avoir un contact rapproché ORL avec le patient. En gros, celui qui a essayé d'intuber le patient. Pour les autres, ce n'est pas la peine. C'est quand même pas un microbe qui se transmet hyper facilement. Question numéro 7. Vous récupérez plus tard les résultats définitifs. Et quelles sont les informations à rechercher? C'est ce qu'on a dit. 1. Identifier le germe avec son sérogroupe pour confirmer le diagnostic de méningite à méningocoque. Et puis si c'est un A ou un C, eh bien dans ce cas-là, on vaccine le cas et les contacts. Et puis on adapte l'antibiothérapie à l'antibiogramme. À la question 5, Oui. Faut-il attendre l'appel du microbiologiste pour mettre les antibiotiques? Oui, sauf si c'est une méningite vraiment purulente avec un LCR purulent ou un patient qui va se dégrader progressivement. Mais sinon, oui. En sachant que les résultats arrivent au bout de 30 minutes. Hein. Oui, et quelles sont les indications de la dexaméthasone? Alors, les indications de la dexaméthasone chez l'enfant, eh bien, c'est une méningite à pneumocoque et une méningite à hémophilus. À la différence de l'adulte, pour qui c'est des méningites à méningocoque et les méningites à pneumocoque. Et puis, ce sont tous les cas chez les enfants qui ont entre 3 mois et 12 mois pour lesquels on a dû mettre une antibiothérapie probabiliste avant de faire la ponction lombaire. La chose importante, c'est que la corticothérapie doit être donnée avant la première injection d'antibiotiques.